Un plaisir de vous savoir fidèle au programme de Bénin Business 24. Bienvenue à ce 19h45 dont voici les titres. Ils peuvent paraître anodins, mais les prénoms africains façonnent le caractère de ceux qui les portent au point même de forger leur identité. Malheureusement, aujourd'hui, ces prénoms sont en voie de disparition. Pour quelles raisons? On s'y intéresse. L'usage abusif d'antibiotiques est une menace pour la santé. Les antibiotiques sont des médicaments qui sauvent des vies, certes, mais qui peuvent aussi abîmer les défenses naturelles de l'organisme. Enfin, les oiseaux migrateurs font partie du patrimoine mondial naturel commun. La préservation de leur habitat contribue au développement durable et il importe de les préserver. Bienvenue à vous. Du Mali à l'Afrique du Sud, en passant par le Ghana, le Bénin. D'ailleurs, la plupart des pays africains, le continent regorge de pépites en matière de prénoms. Les prénoms africains qui sont d'ailleurs reconnus comme étant une richesse multi-ethnique. Malheureusement, de plus en plus, la pratique d'attribuer les prénoms africains aux enfants tend à disparaître. Entre conservatisme et abandon, Soraïda Lessiwe et Ghislain Boguet nous en parlent à travers cet élément. À Siba, à Blawa, Fenou, Mawena, des prénoms africains fièrement portés par des Béninois, des prénoms porteurs de sens, d'histoire et de tradition. On ne donne pas un prénom comme ça. Le prénom pour nous revêt un caractère symbolique, porte une valeur et qui agit sur la personnification de la personne humaine. Ça se faisait par consultation, où il y avait des exercices pour que l'enfant lui-même, dans le sein de sa maman, donne le prénom avec lequel il vient. Par le passé, les parents attribuent les prénoms aux enfants d'abord dans leur langue maternelle. C'est après que de façon facultative, on pense au prénom français. Aujourd'hui, cette pratique de la tradition est en train de disparaître. Nous sommes face à une mutation sociale. Des pratiques qui jadis hier étaient reconnues comme des normes ont tendance à disparaître du fait d'une sorte de modernisation ou d'une sorte de modernité et qui amène à une sorte de copiage de ce qu'on a vu ailleurs. On prend le début du prénom de papa et on prend peut-être la fin ou le début du prénom de maman pour en faire un prénom et qui en réalité est un non-sens, qui ne s'accorde à rien. Ou c'est pas parce qu'on a vu faire, on a entendu un prénom d'ailleurs de l'Occident et qu'on porte à l'enfant, vous voyez, et qui jadis dans nos valeurs de façon culturelle, de nos façons de faire, ne correspond pratiquement à rien. Vous leur demandez, mais pourquoi on vous appelle comme ça? Et vous répondez, mais je ne sais pas. Et vous leur demandez, mais allez demander à vos parents, mais pourquoi vous portez ce prénom? Mais quand ils y vont, ils demandent, le papa ne sait même pas pourquoi il a donné ce prénom. Vous voyez que c'est une véritable catastrophe. Si le nom que porte l'enfant l'influence, quel impact pourrait avoir un prénom français sur un enfant africain? Ça peut vous gâcher la vie. S'il n'y a pas harmonie entre les vibrations du prénom et vos propres vibrations. Lorsque vous êtes d'une culture fond, roi, péda ou adia, et vous vous retrouvez à porter une culture, c'est-à-dire un prénom qui en réalité ne veut rien dire. Je prends l'exemple de Mathieu. Mathieu, en réalité chez nous, lorsqu'on consulte notre tradition, notre culture, ça ne voudra en réalité rien dire. Peut-être qu'on aurait pu bien faire en traduisant Mathieu en ce que cela signifie dans notre culture, de façon anthropologique. J'évite de dire que c'est une sorte de déracinement culturel et qui, d'une manière ou d'une autre, agit sur ses enfants. Par l'abandon des prénoms africains, ce sont des pans de culture qui disparaissent, des traditions qui se dissolvent, de l'histoire qui se perd, des enfants qu'on déracine et des valeurs qu'on laisse partir en fumée. On parle à présent de cette autre pratique qui consiste à se soigner en utilisant des médicaments dûment autorisés mais sans avis médical préalable. Il s'agit là de ce que l'on appelle l'automédication. Et quand, dans le cas des antibiotiques, s'ils sont pris de façon abusive, voire même inadéquate, ils peuvent, au lieu de guérir, détruire les défenses naturelles de l'organisme. Ariel Zanou, pharmacien, nous donne ici quelques explications. Un antibiotique, c'est avant tout un médicament dont l'objectif justement est de pouvoir lutter contre ce qu'on appelle les infections.
Et les infections généralement sont liées au fait que les microbes qui sont dans notre environnement à des moments donnés arrivent à pénétrer notre organisme et malheureusement notre système de défense naturelle n'arrive pas à lutter efficacement contre ces microbes-là. Donc à un moment donné, quand ces microbes-là prennent le dessus, on va parler d'infection. Et c'est à ce moment-là que les médicaments qu'on va pouvoir utiliser pour corriger ces infections. Ces médicaments-là, c'est ça qu'on appelle justement les antibiotiques. Dans notre organisme, nous avons des microbes qui sont dangereux et nous avons des microbes qui ne sont pas dangereux. Alors, quand nous prenons justement les antibiotiques sans savoir sur quel type de microbes nous voulons agir, malheureusement, parfois, nous faisons ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est-à-dire, en voulant tuer seulement les microbes dangereux, on arrive malheureusement à tuer également les microbes qui sont des microbes, disons, qui ne sont pas dangereux pour nous et qui même nous protègent parfois d'un certain nombre de maladies. À force de mettre une pression médicamenteuse sur un microbe, à un moment donné, le microbe commence par développer de la résistance. Parce qu'on va arriver à un moment où les médicaments ne pourront malheureusement plus être efficaces vis-à-vis de ces microbes-là. Donc c'est pour ça que c'est important, avant de prendre un antibiotique, de prendre l'avis d'un spécialiste de santé pour que le pharmacien ou bien le médecin puisse déterminer avec exactitude le type d'antibiotique qui correspond au type d'infection dont vous souffrez. Pour ceux qui le savent très bien, les médicaments n'ont pas que des effets bénéfiques. Il y a ce qu'on appelle des effets secondaires indésirables également qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut toujours prendre l'avis des spécialistes. Et le spécialiste le plus proche aujourd'hui, qui ne vous prend même pas de l'argent pour vous donner son avis, c'est le pharmacien. On peut les trouver partout, en ville comme à la campagne, dans les parcs et les arrière-cours, dans les forêts et les montagnes, dans les zones humides et le long des rives. Il s'agit des oiseaux migrateurs. Par leur mouvement saisonnier, justement, ces oiseaux jouent un rôle important dans l'écosystème. Précision avec Amandine Agnabossou. Ils se trouvent partout, dans les villes et les campagnes, dans les forêts ainsi que dans les zones humides et sur les rivages. Les oiseaux migrateurs parcourent chaque année des milliers de kilomètres pour se nourrir. Les oiseaux ne trouvent pas tout ce qu'ils doivent manger au même endroit. Donc il faut qu'ils se déplacent pour aller chercher ce qu'ils vont manger. Donc ça fait que pour que leur cycle de vie soit complet, il faut qu'ils se déplacent d'un point A vers un point B. Ces oiseaux jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité. Ce sont ces oiseaux qui débarrassent nos champs des insectes nuisibles. Ce sont ces oiseaux qui aident à la régénérescence naturelle de nos forêts en faisant la pollinisation naturelle. Et ce sont ces oiseaux aussi qui sont des indicateurs biologiques pour la bonne santé de nos écosystèmes. Chaque année, environ 20 000 espèces d'oiseaux visitent le Bénin. Mais depuis 2019, à peine 10 000 avaient migré. Une diminution due à la destruction de leurs habitats. Aujourd'hui, on est en train de couper la mangrove. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. L'autre chose aussi, ce sont nos techniques de pêche qui parfois font que là où les oiseaux avaient l'habitude d'aller picorer, on installe des pêcheries sédentaires. Il y a des gens qui utilisent ces oiseaux-là comme base de leur alimentation. Donc, en tuant l'effectif, vous réduisez le nombre. Maintenant, il y a nos pratiques agricoles. Puisque vous savez, nous cultivons dans les plaines d'inondation. Et lorsque nous cultivons, nous apportons des fertilisants ou bien un certain nombre d'éléments qui entrent en ligne de compte et qui ne favorisent pas l'espace pour la nourriture de ces oiseaux-là. Les oiseaux migrateurs dépendent d'un réseau de sites qui traversent les frontières nationales le long de leur route de migration. Il est donc important de mener des actions concrètes afin de les protéger. On ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser, mais il faut utiliser de manière intelligente. Donc il faut que nous tous nous mettions ensemble pour que nous puissions trouver quels sont les moyens, comment nous allons faire pour que nous puissions concilier et la gestion de l'homme et la survie des oiseaux. Donc le plan d'aménagement doit tenir compte de l'ensemble de ces paramètres-là pour qu'on puisse voir comment nous faisons pour maintenir la biodiversité. Nous devons contribuer à leur survie en sauvegardant leur
habitat naturel, en protégeant leur habitat naturel et en faisant de sorte à ne pas trop avoir d'impact négatif sur ces oiseaux puisqu'ils contribuent à la survie des écosystèmes dont nous, humains, nous dépendons. Le monde entier partage les oiseaux migrateurs, leur beauté et le phénomène spectaculaire de leur migration. Seules des actions combinées vont déterminer la survie de ces voyageurs de longue distance. Sur un autre registre, connaissez-vous les mangues d'Ismaïla? Eh bien, si ce n'est pas encore le cas, cela ne saurait d'ailleurs pas tarder. Les autorités égyptiennes mettent le paquet pour les faire connaître et les exporter. Et d'ailleurs, un festival a été organisé en l'honneur de ces mangues dans l'espoir de les récolter, ou plutôt de récolter de l'argent et de l'investir dans la production. Suivons cette correspondance de nos confrères de France 24. Les organisateurs ont sorti les gros moyens. Ils mettent à l'honneur la mangue, produit phare du gouvernorat d'Ismaïlia en Égypte. Des motos Harley-Davidson, une fanfare ou encore un défilé à roller. Je suis fan des mangues, j'adore. Et quand j'ai entendu parler du festival, je suis venue directement. L'année dernière, les agriculteurs ont perdu 70% de leur récolte. Ces dernières années, la région d'Ismaïlia a connu des conditions climatiques compliquées. La récolte des mangues a été très faible, les prix élevés, mais on remercie Dieu car cet hiver, le froid a joué un rôle clé et a permis d'avoir une récolte importante. Face au changement climatique, les agriculteurs n'ont pas le choix. Ils doivent s'adapter. Il y a des années, le climat en Égypte était parfait pour la production des mangues. Maintenant, c'est en train de changer. Par exemple, on sort de l'hiver et on se retrouve directement en été et inversement. Et ça, c'est très mauvais pour la récolte des mangues. Mais avec plus de ventilation et un savant dosage d'engrais et de pesticides, il parvient à atténuer quelque peu ces changements. D'autres exploiteurs ont parié sur des variétés étrangères, moins sensibles selon eux. On a commencé à faire pousser des variétés qui ne sont pas autochtones, plus adaptées au climat actuel, comme les Crimson, les Naomi ou les Yasmina. Elles sont plus adaptées et peuvent supporter des températures élevées et le froid intense. Mais pas question d'abandonner les anciennes variétés. Avec leurs arbres plus grands, elles permettent de protéger ces nouveaux arbres fruitiers, plus trapus. À présent, Charlène Kendiho scrute l'actualité au plan international. C'est Eco-Inter, des informations compilées et traitées ici. Au Burkina Faso, la pénurie d'engrais menace les cultures et la sécurité alimentaire. Déjà gravement impacté par les violences djihadistes, les effets du changement climatique et les répercussions de la crise du Covid-19, le pays enregistre en effet sa plus forte pénurie dans les régions. La flambée des prix des intrants touche de plein fouet les producteurs dépendant des fertilisants importés. Même si les paysans burkinabés utilisent 8 fois moins d'engrais que la moyenne mondiale par hectare, ces intrants restent déterminants pour le rendement de leur culture, de plus en plus dégradée par la sécheresse au Sahel. Les États-Unis font un pas de plus vers la Taïwan. Ils veulent renforcer leurs liens commerciaux avec l'île, spécialisée dans la fabrication des semi-conducteurs. Les deux pays vont ouvrir cet automne des négociations formelles en vue d'un accord commercial et d'investissement, a annoncé mercredi la représentante américaine au commerce, Catherine Tai. Cet accord commercial vise à renforcer les échanges et les investissements et à promouvoir l'innovation et la croissance économique inclusive pour les travailleurs et les entreprises taïwanaises. La monnaie unique européenne a atteint son plus bas niveau depuis l'année de sa mise en circulation il y a 20 ans. Plombée par la crise énergétique qui menace de plonger l'Europe dans la récession, l'euro s'enfonce sous le seuil de la parité avec le dollar.
L'euro perd ainsi 0,96%, soit 0,9941 $, environ 653 francs CFA, un plus bas niveau depuis 2002. Malgré un léger affaiblissement de l'inflation américaine en juillet, la Fed assure qu'elle va continuer de resserrer sa politique monétaire. C'est tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.